Super. Eh ben, on va commencer sans plus tarder parce que nous avons déjà accumulé du retard sur la journée et qu'il reste encore la clôture après cet atelier auquel je vous invite tous chaudement. Donc cet atelier sur la déforestation, relever le défi du règlement européen sur la déforestation, comment le commerce équitable peut protéger les forêts. Déjà, merci à tous et toutes d'être présentes pour y assister. On a souhaité, dans le cadre de ces assises, faire un atelier sur la déforestation parce que c'est un sujet qui se retrouve au cœur du plaidoyer actuellement et des nouvelles réglementations qui se mettent en place. Et ce n'est pas pour rien. 90% des causes de la déforestation entre 2000 et 2018 sont liées à l'agriculture. Et si on regarde par continent, on voit qu'en Afrique, ce sont les terres cultivées qui engendrent près de 80% de la déforestation. C'est-à-dire qu'on arrache des forêts pour y implanter des productions végétales. Pourtant, les forêts, on le sait, jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. Au-delà de la séquestration de carbone sur lequel on connaît bien l'importance des forêts, elles permettent aussi de réguler les cycles de l'eau qui permettent d'éviter la désertification terrestre au niveau des terres. Elles permettent aussi, bien sûr, d'être un habitat pour la biodiversité et elles permettent de réguler les températures. Donc, on comprend l'enjeu à les protéger. Et depuis peu, les politiques publiques s'intéressent à cette question pour limiter l'impact de nos consommations sur la déforestation. Donc, dans ce cadre-là, pour notre atelier, les intervenants qui sont présents sont Margot Dubois qui travaille chez Commerce Équitable France. Ça ne marche plus, mais on continue sans le PowerPoint si ça vous va. Donc Margot Dubois qui travaille chez Commerce Équitable France sur les questions de cacao. Vous le verrez, notre atelier, on a décidé de se concentrer sur une filière cacao que l'on suit particulièrement dans le cadre du programme Équité. Donc nous aurons des intervenants qui sont spécialisés sur les questions de traçabilité dans la filière cacao et de déforestation. Donc Margot Dubois, chargée de plaidoyer cacao chez Commerce Équitable France, Laurie Roubas de Max Havelaar, France, Maëzan Covenat du RIS, Réseau Ivoirien du Commerce Équitable, et Christophe Baucher de AVSF. Donc peut-être pour commencer, donc on le voit, ces liens entre la déforestation et donc la volonté de réguler. Margot, peut-être, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce fameux règlement européen sur la déforestation importée et quand est-ce qu'il va rentrer en application et les conséquences pour les professionnels du secteur? Qu'est-ce que ça va impliquer pour les différents professionnels du secteur? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être 2-3 mots donc, sur ce règlement déforestation. Donc, c'est une initiative européenne qui vise à limiter la contribution des consommations européennes à la dégradation et à la destruction des forêts. Donc ça passe par une interdiction pure et simple d'ici fin 2024 d'importation de certains produits visés par le texte, et ça passe notamment par une obligation de traçabilité. Concrètement, elle va peser sur les importateurs européens, donc sur les acteurs économiques qui achètent les produits visés par le texte, dont le cacao. Et ces acteurs vont devoir présenter aux autorités douanières européennes un certain nombre de données sur le produit importé, les volumes, les quantités et surtout les données de géolocalisation des parcelles de production. Donc cette traçabilité, elle va en réalité impliquer un certain nombre de changements profonds et structurels dans les filières agricoles et notamment dans la filière cacao, puisqu'on peut avoir cette idée générale selon laquelle la traçabilité va se limiter au géoréférencement des parcelles de production. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin, puisque il faut s'assurer que déjà la bonne la donnée en termes de GPS qui est récupérée est la bonne, et puis s'assurer de sa circulation depuis la parcelle de production à nos rayons de supermarché. Donc il y a quand même un certain
une certaine chaîne de production qui est longue et sur laquelle doit parcourir toutes ces données. Donc ça a globalement deux grosses implications pour les acheteurs. D'abord, mettre en place ces dispositifs de traçabilité. Donc ça coûte assez cher, ça implique des investissements et il y a un enjeu qui est d'autant plus important, qu'il y a un vrai risque que ces coûts redescendent, finissent par peser sur les maillons les plus vulnérables des chaînes de valeur, et donc les producteurs et les coopératives. Et donc vraiment l'enjeu, c'est de faire participer les maillons aval de la chaîne, les engager dans l'effort commun. Et puis un deuxième enjeu, de s'assurer de la crédibilité des données qui circulent, puisque ça va être les acheteurs, donc les importateurs, qui seront responsables de la crédibilité de ces données devant les autorités européennes. Merci Margot, on comprend mieux le volet législatif sur la partie traçabilité. Pour autant, est-ce qu'une traçabilité, c'est suffisant pour limiter la déforestation ? Alors la traçabilité, c'est indispensable. Et puis de toute façon, c'est vraiment l'élément central, l'élément stratégique qui est développé dans toutes les nouvelles exigences européennes, ouest-africaines. Et en fait, ce qu'on aime à dire chez Commerce Équitable France, c'est que la traçabilité, c'est un peu le thermomètre qui va venir mesurer le niveau de déforestation dans les zones concernées. Mais le thermomètre ne permet pas d'arrêter la fièvre. Ce qui permet d'arrêter la fièvre, c'est d'arrêter de déforester. Et quand on est dans une filière comme la filière cacao, où en fait on fait face à un épuisement des sols agricoles et à une forte pauvreté des producteurs et des productrices, l'enjeu, ça va être de stabiliser les cultures, les cacaoyères, là où elles existent déjà. Et cette stabilisation, pour y parvenir, il va falloir venir agir sur la fertilité des sols et venir régénérer naturellement, évidemment, la fertilité de ces sols. Et plus concrètement, comme on est dans des filières en monoculture intensive avec beaucoup d'intrants chimiques, ça va être tout le défi, c'est de mettre en place des pratiques agroécologiques. Ok, et comment le commerce équitable permet d'apporter une réponse à ces défis de stabilisation des cultures, en quelques mots, des grands principes? En quelques mots. Justement, je vais peut-être pas revenir sur les 7 principes du commerce équitable, on en a eu une présentation ce matin, mais rapidement, juste peut-être repréciser, il y a beaucoup de spécialistes de commerce équitable dans la salle, mais commerce équitable, ça va au-delà de simples prix rémunérateurs pour les producteurs et pour les productrices. Ça va aussi... ça passe aussi par des primes de développement qui sont versées aux coopératives et qui sont investies dans des projets qui permettent de faire vivre les communautés. Et ça passe notamment par l'instauration de relations commerciales qui sont stables et de long terme entre les acheteurs et les coopératives. Ceci étant dit, pour revenir sur la stabilisation des cultures, donc je le disais, l'enjeu c'est de restaurer naturellement la fertilité des sols. Et ça passe par la mise en place d'innovations agroécologiques. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on fait dans le cadre du programme Équité. Donc Christophe nous en dira plus en détail tout à l'heure. Donc c'est un programme qui est développé par Commerce Équitable France et Agronomie Vétérinaire Sans Frontières depuis 2016. Et il s'agit de structurer les filières de commerce équitable en Afrique de l'Ouest. En particulier, on va venir soutenir des coopératives, donc notamment des coopératives de cacao certifiées en commerce équitable, dans la mise en place de leurs propres projets, et qui sont très souvent des projets de développement de pratiques agroécologiques. Donc on a du compost, des systèmes agroforestiers, la production de biointrants, etc. Et en fait, on retient 2 choses, notamment de notre expérience, c'est que premièrement, les organisations de producteurs, c'est un maillon indispensable pour transformer ces modes de production dans une logique où en fait les producteurs, donc encore une fois situation instable et de pauvreté, c'est très difficile pour eux de mettre en place ces pratiques. Et en fait c'est un peu la logique de l'union fait à la force, quoi. À plusieurs on va plus loin. Et il y a la question financière, bien sûr.
je passe les détails, mais mettre en place, transformer complètement des pratiques et mettre en place des pratiques agroécologiques, ça coûte très cher. Et donc c'est à ces deux questions notamment que vient répondre le commerce équitable. D'abord avec d'une part la mise en place de relations plus stables, de contrats pluriannuels. Ça permet en fait aux coopératives d'avoir plus de visibilité, d'avoir une meilleure stabilité financière et administrative. Donc elles sont plus structurées, plus organisées et renforcées. Et ça leur permet de pouvoir mieux rendre leurs services à leurs membres. Et ensuite, bien sûr, sur la question financière, les prix sont des fonds financiers qui peuvent être utilisés pour mettre en place ces pratiques agroécologiques. Merci Margot. Peut-être Maïsan, en tant que producteur et président de coopérative, est-ce que ce que vient de décrire Margot sur les impacts du commerce équitable, c'est quelque chose que tu retrouves est-ce que tu peux nous en dire plus en tant que producteur sur les impacts du commerce équitable, sur cet aspect de stabilisation des cultures? Merci. Je pense que Margot a si bien décrit cette question. Je me pose la question si elle n'est pas productrice. Elle a tellement bien abordé la question. Il faut dire qu'elle a bien caricaturé la chose en disant que le thermomètre ne réduit pas la fièvre. Il faut l'élément adéquat, le produit qu'il faut pour faire baisser la fièvre. Et baisser la fièvre dans le monde agricole, c'est de trouver des structures bien organisées, stables, pour mieux gérer cette activité. Et revenant à la question, quel a été l'impact du commerce équitable? Moi, je suis président d'une coopérative du nom de CAKF avec 315 membres, donc 107 sont des femmes. Ces chiffres que je donne, je les tiens d'une activité que nous avons menée grâce à l'accompagnement, bien sûr, du commerce équitable. Il y a des coopératives en Côte d'Ivoire qui sont administrativement constituées, mais dans le fonctionnement, n'ont pas les outils qu'il faut. Et nous, on a bénéficié de ces avantages avec l'accompagnement du commerce équitable qui nous a renforcés en termes de compétences, formation, qui me permet ce soir de prendre le micro et parler comme il se doit et de porter des informations. Vous l'avez constaté, je vous parle avec des chiffres. Je ne raconte pas un test, je vous parle avec des chiffres parce que derrière le commerce équitable m'a donné les outils qu'il faut pour que je puisse développer des thèmes donnés. Et il faut dire en Côte d'Ivoire qu'à la base, c'était des groupements de producteurs qui s'associaient pour vendre leur production. Et l'État voulant les organiser, les a amenés à l'étape coopérative. Et ces coopératives n'avaient pas les outils, les compétences nécessaires pour pouvoir vendre comme il se doit. Et l'État les a transformés en sociétés coopératives. Et tout ce que je suis en train de citer, administrativement parlant, ils ont la documentation qu'il faut. Mais la gestion avec les ressources humaines, ils n'avaient pas. Une seule personne pouvait facilement couvrir deux, trois postes. Ou bien les décisions se prenaient, c'est une seule personne qui prend une décision et tout le monde suit. Il n'y avait pas de démocratie. Et nous, chemin faisant, on est certifié commerce équitable, Fairtrade. Et depuis qu'on a été certifié, on a intégré le programme Équité. Et avec le programme Équité, tous les départements, les démembrements de la coopérative ont été formés comme il se doit. Le conseil d'administration, avec 11 membres, dont 4 femmes et 7 hommes, ont été formés. Chacun est formé à sa tâche. Il sait quoi faire. Désormais, ce n'est plus le président qui prend la décision d'aller vendre le cacao il faut, ou bien d'aller chercher un partenaire comme il veut, mais c'est le conseil d'administration qui se réunit et qui prend des décisions. Et dans le conseil, désormais, ce n'est plus les hommes, il y a des femmes aussi qui ont leur mot à dire. Il y a le comité de surveillance qui est mis en place. Et ce comité de surveillance, à l'intérieur, sur 4 membres, il y a une femme. Et là-bas aussi, les décisions se prennent de manière démocratique. Et c'est l'un mis dans l'autre. Le conseil et le commerce équitable nous a mis à ce niveau que je suis en train de relater. Ce n'est pas un niveau qu'on a atteint un matin, c'est grâce au programme Équité 2 qu'on a pu atteindre ce niveau. Bien que nous ne soyons pas totalement au niveau escompté, mais on a le minimum aujourd'hui pour pouvoir
aller de l'avant avec le commerce équitable. Merci Maïsan, tu es revenu en profondeur sur la structuration des coopératives. Et c'est cette structuration, ce fonctionnement démocratique aussi qui permet d'être innovant, de travailler sur les changements de pratiques. Peut-être, Christophe, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces changements de pratiques qui ont été mis en place par les coopératives en prenant des exemples qui ont pu être développés dans le cadre d'Équité 2 ? Merci. Très rapidement, si on parle d'innovation, il faut peut-être préciser déjà ce qu'est l'existant. Donc la majorité des systèmes de culture de cacaoyers, ce sont des systèmes où on est en monoculture, donc des cacaoyers sans association, plein soleil, comme tu l'as dit Margot, utilisation d'engrais de synthèse et pesticides chimiques, et très peu, sinon pas du tout, d'apport en matière organique. Il faut savoir déjà que naturellement, le cacaoyer est une plante qui vient d'Amazonie et qui vit dans la forêt amazonienne, à l'abri du soleil avec des arbres d'ombrage, à l'abri du vent avec une autre strate d'arbres, et qui vit sur des sols humifères. C'est une plante qui répond très bien aux sols humifères. Et donc là, ce que je viens d'expliquer sur les systèmes qui existent, c'est pratiquement tout l'inverse des conditions favorables pour le plein épanouissement du cacaoyer. Donc par rapport à ça, les innovations, et je précise que ce n'est pas des innovations qui ont été portées par AVSF ou CEF ou d'autres partenaires comme Max Alastas, c'est des initiatives qui ont été portées à la fois par des organisations de producteurs, aussi par des entreprises. Je vois Christophe d'Ethicable. On a travaillé avec Ethicable sur une expérience qui a été dupliquée ensuite sur tout ce qui est biofabrique. Et donc l'essentiel des innovations, c'est ces deux grands types d'activités. Si on peut voir la slide, pardon, c'est par rapport à ce qui est gestion de la fertilité. Donc ces systèmes conventionnels, au bout de 10-15 ans, au fil du temps, ils perdent de la matière organique. Donc ils perdent leur capacité à retenir les éléments nutritifs au niveau du sol. Et donc le seul moyen de restaurer la fertilité, c'est d'avoir une fumure d'entretien avec des engrais de synthèse NPK. Je pense que vous connaissez tous à peu près ce que c'est. Mais il faut avoir les moyens de les payer. Et encore une fois, on dégrade, la dégradation de la matière organique n'est pas ralentie. On a des sols qui s'acidifient et finalement des sols qui deviennent peu productifs. Conjugué à ça, il n'y a pas toujours la maîtrise des bonnes pratiques. Je vais sans rentrer dans les détails, notamment de taille, des gourmandages, justement de gestion d'ombrage au niveau du port des cacaoyers. Et ce qui fait qu'au bout de 10-15 ans, on est sur des parcelles qui passent de niveaux de productivité initiaux situés, je parle de la Côte d'Ivoire, hein, situés autour de 700-800 kg hectares, à au bout de 15 ans, des niveaux qui sont inférieurs à 300 kg hectares. Et là, enfin là, pas au bout de 15 ans, ça peut être avant, après, mais dans ces eaux-là, les producteurs recherchent des zones où on a des sols humifères, où on va pouvoir replanter des cacaoyers, sachant que ces cacaoyers vont très bien répondre à ces sols. Et donc c'est ce qui explique le mécanisme de déforestation. Et donc la solution agronomique, c'est ce qu'a évoqué aussi Margot, c'est d'essayer d'appuyer les producteurs à faire une intensification écologique sur leurs parcelles pour sédentariser leurs parcelles. C'est-à-dire ils vont mettre en association, donc on le voit ici, ils vont pas mettre des cacaoyers en monoculture, ils vont mettre des vivriers en année 1 et 2 le temps que les arbres poussent, ils vont mettre des cacaoyers et puis deux strates, une strate qui est celle qui va monter le plus rapidement, c'est soit des fruitiers type agrumes, soit des anacardiers, et une troisième strate, ce sont des grands arbres forestiers, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais l'intérêt de ces grands arbres par rapport à la thématique, les problématiques de la fertilité, c'est qu'ils vont avoir un système racinaire qui va aller beaucoup plus en profondeur que les autres essences forestières. Et donc ils vont aller puiser l'azote, les éléments minéraux qui vont faire remonter au niveau de leurs feuilles, de la partie aérienne de l'arbre. Ces feuilles vont tomber sur le sol, vont se décomposer et vont reconstituer de la matière organique et de l'humus. C'est ce qui fait que ce sont des systèmes durables. En termes de fertilité, ce n'est pas complètement suffisant. J'évoquais ce qu'on a fait sur les biofabriques dans le cadre du programme Équité. Donc, ce sont des biofertilisants, des fertilisants fabriqués à partir de
de matériaux naturels, des ressources locales, et qui permettent d'assurer, de garantir un niveau de fertilité constant. Et vous voyez que c'est un travail assez important, et donc un producteur qui s'investit là-dessus, il a aussi un retour sur la productivité. On est à des systèmes qui sont relativement productifs. Il a investi du travail, et donc il n'a pas envie d'aller déforester ailleurs pour renouveler une parcelle de cacao. Merci Christophe. On n'a pas le temps d'y revenir durant cet atelier, mais ces modifications de pratique demandent aussi des financements. Et la question des financements reste un des défis qui reste à relever pour arriver à financer cette transition agroécologique. Ça pourrait faire l'objet d'autres discussions, mais merci en tout cas à tous les trois d'être revenus sur l'aspect stabilisation des cultures, qui est un des volets pour lutter contre la déforestation quand on travaille sur les filières agricoles. Maintenant, si on revient sur la traçabilité, comment on peut arriver à mettre en place donc ce règlement. Donc, peut-être pour préciser, il y a le règlement sur la déforestation importée de l'Union européenne. Au Ghana et en Côte d'Ivoire, il y a également un nouvel règlement qui est la norme ARS 1000, qui aussi demande aux producteurs de mettre en place une traçabilité. Donc, il y a une double réglementation qui impose aux producteurs d'assurer une traçabilité sur leur production. Est-ce que Laurie, toi, tu peux nous en dire plus sur la traçabilité? On parle beaucoup de gestion des données et de traçabilité. C'est quoi le lien entre les deux? En fait, merci beaucoup pour de me donner la parole. En fait, la gestion des données, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, que nous on appelle comme ça, mais qui existe depuis très longtemps dans les coopératives et qui n'a pas attendu le règlement européen pour exister. Quand Maison, tu nous disais, il y a 315 producteurs, dont 118 femmes, c'est ça, quelque chose, 107 femmes. Et ben voilà, rien que ça, en fait, c'est le premier niveau de la gestion de l'information, de la gestion de la donnée. C'est comment, parce que je ne sais pas sur combien d'hectares se trouve cette coopérative, mais pour savoir exactement combien de producteurs, combien de productrices il y a au sein de ma coopérative, où est-ce qu'ils sont situés, est-ce qu'ils ont des enfants, quels sont leurs besoins, quels services je mets en place en tant que coopérative pour servir mes membres, et ben ça, tout ça, pour prendre ces décisions-là, il y a besoin d'informations, il y a besoin de collecter de l'information auprès des membres. Et ce que fait le règlement européen, c'est de demander une information supplémentaire qui est la localisation des parcelles, soit avec des points GPS, soit même avec des dessins qu'on appelle polygones, pour des parcelles de plus de 4 hectares. Et ben ça, c'est loin d'être évident à collecter pour les coopératives. Et puis, donc la traçabilité, en fait, c'est un des aspects de la gestion de l'information, c'est un type d'information. Et c'est une information qui va être clé maintenant pour les coopératives, qui peut aider du coup les coopératives à accéder à des marchés européens, parce qu'elles auront besoin de donner ces informations à leurs acheteurs pour que les produits puissent ensuite arriver en Europe. En revanche, elles pourraient aussi être traitées comme toutes les informations ont toujours été traitées depuis bien avant le règlement européen, c'est-à-dire comme des informations de conformité que les coopératives se retrouvent obligées d'aller collecter et donner à leurs acheteurs sans jamais ni en avoir la propriété, ni pouvoir en faire des outils de pilotage. C'est-à-dire que, je sais pas, alors je laisserai Maison sans doute développer là-dessus, mais en gros, nous, ce qu'on a constaté dans le cadre d'équité et dans le cadre des projets qu'on mène en général avec les coopératives, c'est que cette collecte de données auprès des producteurs, elle est très longue, elle est fastidieuse, elle se fait 2-3 fois parce que les acheteurs demandent de l'information, les banques demandent de l'information, les certificats demandent de l'information, maintenant l'UE demande des informations, et ça, c'est très lourd pour une coopérative à collecter et à gérer. Et souvent, on le fait pour être en conformité ou pour répondre aux demandes, pas du tout comme des informations qui aident à piloter la coopérative. Le nombre de producteurs, on le donne et voilà, comme si c'était simple à collecter, au lieu de se dire, voilà, moi j'ai 370 producteurs, voilà comment je vais essayer de leur apporter des services. Donc en gros, la traçabilité, elle a été traitée notamment dans le cadre d'équité comme une information en plus qui était demandée par l'UE et qui devait être traitée non comme disons un fardeau en plus pour une OP, mais qui pouvait aussi devenir une information
de pilotage de la coopérative et qui pouvait aider à prendre des décisions au service des membres. Voilà. Merci. On reviendra en fin d'atelier sur l'enjeu de la propriété des données. Mais peut-être avant, Maïsan rapidement et Laurie, est-ce que vous pouvez nous dire comment le commerce équitable permet d'accompagner les coopératives justement sur ces enjeux de gestion des données et donc de traçabilité? Ok. Nous, au niveau de la CAKF, déjà avec notre partenaire Commerce Équitable et avec le programme Équité, on a bénéficié du programme AMS qui nous permet d'avoir notre propre système de traçabilité au sein de la coopérative. Et désormais, nous avons la compétence, la possibilité de faire la collecte de nos données, avoir l'information à temps réel, l'actualiser à temps réel, et avoir une base de données concernant la coopérative. On a les informations à temps réel pour la coopérative. Du coup, on a la possibilité d'aller à la recherche de clients. Et de suite, quand je prenais la parole, j'ai donné des chiffres. C'est vrai que je n'ai pas donné tous les chiffres. Elle a demandé sur quelle superficie on cultive 1663 hectares pour le cacao. J'ai ces données parce que nous-mêmes, nous les avons collectées. Mais il faut dire qu'en même temps que nous, on a intégré le système AMS, on a la possibilité de faire la collecte des données, traiter les données stockées et les utiliser, les manipuler comme il se doit. Toutes les coopératives n'ont pas cette chance. Celles qui ne sont pas dans le commerce équitable n'ont pas toute cette chance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pour avoir les données au sein de ces coopératives, c'est l'exploitateur qui initie le programme avec ces coopératives et qui après et prend les données sur lui et les manipule comme bon lui semble. Du coup, la coopérative n'a plus la possibilité d'aller chez un autre partenaire. Seul le partenaire qui a initié le programme de collecte de données détient les données et les utilise comme il se doit. Et s'il y a un autre partenaire qui doit venir, il doit initier un autre programme. Et ça devient plusieurs programmes pour le seul producteur pour la même information qui lui coûte du temps. D'abord, c'est une difficulté. Pour la même information et qui doit être donnée à 3 partenaires, il faut prendre 3 fois ce temps-là pour pouvoir servir ces différents partenaires parce que derrière, chaque partenaire ne veut pas partager l'information et par derrière, c'est le producteur qui en souffre. Voilà, donc c'est une des difficultés que je viens de relever là. Nous, par contre, aujourd'hui, avec le programme AMS, on a la possibilité de faire du emailing, donner l'information à notre partenaire quand il faut, comme il faut, et la vraie information. Voilà. Merci. Laurie, est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, sur l'enjeu que tu vois à ce que les coopératives soient propriétaires de leurs données, justement? En fait, c'est crucial dans le sens où, en fait, aujourd'hui, les coopératives, soit on prend la directive européenne comme une directive et on continue à fonctionner sur le même modèle que d'habitude, et aujourd'hui, donc, les coopératives vont vendre du cacao et de l'information, mais elles ne restent que productrices de cacao, donc d'une commodité qui est tradée sur des marchés internationaux. Et l'information est traitée de la même façon, c'est-à-dire que la coopérative donne cette information à ses acheteurs de la même manière, comme si ça allait avec le cacao. Soit on prend l'occasion de ce règlement européen pour renverser la tendance et se dire, bon, en fait, c'est aussi un moyen de rendre le pouvoir aux coopératives, parce qu'elles ne vendent plus que du cacao comme une commodité, mais elles vendent un cacao, 0 déforestation, sans travail des enfants, produit avec des systèmes agroforestiers, si jamais c'est le cas, ou en bio. Et donc, du coup, toute l'information qui est attachée au cacao via... Enfin, c'est pas juste le cacao qui devient traçable, c'est un cacao qui convoie toute une information de durabilité. Et ça, du coup, c'est plus un cacao qu'on peut traiter comme une commodité, c'est un bien valorisé, qui peut être aussi valorisé par des consommateurs, qui peut être valorisé par des marques. Et donc, du coup, le fait d'attacher toutes ces informations au cacao et que ce soit la coopérative qui le fasse et qui dise, bon, maintenant, je vends à mon acheteur toute cette information, c'est
plus du tout, on parle plus de coopératives exploitées par un système ou par un marché international. On parle de coopératives, comment on dit, autonomes, empouvoirées, si on peut dire ça, mais en tout cas avec ce pouvoir, avec c'est pour pas dire empowerment, mais avec cette autonomie et cette force d'un partenaire commercial qui n'a plus qu'une commodité à vendre, mais qui a toute la preuve de ce qu'elle fait bien au sein de sa coopérative. Et donc du coup, voilà, tout dépend comment on prend ce règlement européen. Soit on se dit, c'est encore un outil... alors le mot oppression est un peu fort, mais encore un outil qui va aller alourdir voilà, les coopératives, soit c'est un outil d'empowerment pour les coopératives. Merci à vous. Vu que le temps a filé, on est à la fin de cet atelier. Est-ce que peut-être vous auriez, vous les intervenants, une proposition à faire qui permettrait qu'on s'en serve ensuite en termes de plaidoyer pour faire suite à cet atelier? Et ensuite, on prendra quelques questions rapides. Et ce sera terminé. Ok. Je vous laisse pour la proposition. Ok, et ben moi je vais reboucler avec certains propos qui ont été évoqués ce matin sur les questions de fiscalité, parce qu'aujourd'hui une fiscalité unique et indifférenciée selon les niveaux de performance sociale et environnementale des entreprises, in fine, ça va venir avantager les entreprises conventionnelles qui participent pas à la transition. Parce que là aussi on l'a vu, que ce soit mettre en place des dispositifs de traçabilité, payer correctement les producteurs, transformer les modes de production, ça coûte cher pour l'entreprise qui met toutes ces choses en place, alors que d'un point de vue macroéconomique, c'est bénéfique pour toute la société. Et donc il y a un enjeu à venir généraliser toutes ces pratiques, et pour ça il faut s'assurer que la compétitivité prix de ces entreprises qui adoptent des pratiques vertueuses soit améliorée. Et pour ça, la modulation des taxes, je cite Dominique Potier qui nous l'a dit ce matin, est un levier extraordinaire pour équilibrer cette concurrence. Et donc j'en viens plus particulièrement à cette proposition appliquée à la déforestation. On travaille sur des modulations de taxes qu'on appelle des bonus-malus fiscaux, et qui permettent globalement de verser des bonus, plutôt des allègements de taxes pour les entreprises qui sont plus engagées et qui luttent de manière plus efficace contre la déforestation. Ok. Est-ce qu'on en prend une rapidement du côté du secteur privé? Donc ça, c'est une recommandation, on va dire, au niveau politique publique. Est-ce que vous en avez une à faire? Je ne sais pas. Moi, je viens. Parce qu'on est passé très vite sur la question du... On m'entend là, pardon? Oui, on t'entend. On est passé très vite sur la question du coût d'installation des systèmes agroforestiers, mais c'est quand même un enjeu central. L'installation d'un hectare d'un système agroforestier à plusieurs strates, vraiment complet. On a fait l'étude au sein d'Équité. Pardonnez-moi. C'est environ 2300 € l'hectare. Donc c'est énorme. C'est-à-dire un producteur, en termes de trésorerie, il ne peut absolument pas fournir ce montant-là. Ce qui fait que nous, on teste des formules, notamment un fonds de transition agroécologique, c'est-à-dire octroyer. On travaille avec une institution de microfinance basée en Côte d'Ivoire qui s'appelle Advance, qui octroie des crédits aux producteurs pour qu'ils puissent installer un quart, voire un demi-hectare de système agro-financier. Mais la solution idéale, ce serait le prix. Et pour l'instant, le prix ne couvre pas les coûts de production de système agroforestier, ou s'il les couvre, il ne va pas couvrir à côté des conditions de vie décentes des producteurs. Et moi, je me dis, il faudrait peut-être réfléchir, il faut vraiment des mesures incitatives, parce que si on ne va pas vers cette transition agroforestière, on a un gros problème de durabilité environnementale de la filière. Sur des pays comme la Côte d'Ivoire, il faut sauver ce qui reste. On est passé de 16 millions d'hectares de forêt à 3 millions d'hectares. Et si on peut sauver ces 3 millions d'hectares, ce serait déjà une bonne chose. Et il faut limiter l'avancée des fronts pionniers sur d'autres pays comme la Sierra Leone, le Libéria, le bassin du Congo. Et donc, peut-être que, comme mesure incitative, on a des primes et des prix sur le commerce équitable bio. Pourquoi pas une prime sur l'agroforesterie? Ok. Maïsan, tu as une proposition ou on passe aux questions? Oui.
Une petite proposition. Il faut dire qu'une des intervenantes ce matin l'a dit. Tant qu'une décision forte n'est pas prise, le producteur est tenté de vouloir produire en quantité, puisque c'est la quantité, dans un premier temps, c'est la quantité qui va améliorer son prix. Et si nous voulons vraiment protéger l'environnement et tous les éléments qui accompagnent la production, tous les éléments négatifs qui accompagnent la production, si on veut les éliminer, la décision peut partir de vous et moi. Et chaque fois que vous allez être en face de vouloir prendre une décision concernant le commerce équitable, posez-vous la question de savoir, est-ce que j'encourage le travail des enfants, la déforestation et la destruction de l'environnement? Si oui, j'encourage, vous décidez de payer à bas prix ou bien de ne pas accompagner le producteur. Mais si oui, vous voulez éradiquer la déforestation, arrêter le travail des enfants, la violence basée sur et la violence faite aux femmes, si vous voulez arrêter ces maux, c'est à vous de prendre la décision d'accompagner le producteur avec le prix rémunérateur. Merci Maïsan. On prend quelques questions si ça vous convient. Et si vous en avez. Oui? Ah oui, il y en a plein. Merci. Moi, je m'appelle Marius Séon-Siméon, je suis de la société Belco. On apporte du café vert de spécialité. Déjà, merci pour ces différents messages. C'est vraiment très... ouais, c'est de beaux messages, en fait. Nous, on essaie aussi, pareil, de travailler avec nos fournisseurs à l'origine pour assurer cette conformité au niveau de nos cafés, des cafés qu'on importe. Et c'est vrai que tout ce travail de à qui appartiennent les données collectées, comment est-ce qu'on les valorise, à quoi elles servent réellement, nous on veut plus le voir comme une opportunité, malgré le fait que ça va être très compliqué pour certaines zones et certaines OP de valoriser et d'être compliant, d'être conforme. Mais il faut vraiment le voir comme un moyen aussi d'assurer de la traçabilité aux clients et de recréer ce lien entre, pas le recréer, mais renforcer ce lien entre producteurs et consommateurs finaux, quoi. Donc, déjà, merci beaucoup pour ces gros points. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé du coup d'agroforesterie, de régénération des surfaces dégradées. J'ai essayé pas mal de me coltiner la loi qui est quand même assez longue. J'ai pas vu à quel moment, si elle précise comment régénérer la surface, et même si c'est possible d'assurer une reconformité en fait d'une surface anciennement déforestée, donc qui a été déforestée depuis après 2020. J'ai pas cru le voir, alors peut-être que j'ai mal lu, et ça m'intéresserait énormément de savoir ça dans notre cadre de notre politique d'appui pour être compliant, conforme, excusez-moi. Ça, c'est ma première question. Et ensuite, dans le cadre de tout ce réseau de commerce équitable, est-ce qu'on va avoir aussi la possibilité d'avoir des échanges de données entre différents acteurs aussi, d'assurer des plateformes d'échange sur les données de zones de production pour pouvoir aussi faciliter toutes ces infos et qu'il n'y ait pas de monopole d'acquisition de la donnée par certaines entreprises? Ça, c'est une question que j'ai. Et est-ce qu'il y aura des aides aussi possiblement pour assurer la certification de certaines OP dans des zones qui sont à risque élevé par exemple? Est-ce qu'il y a des possibilités d'aide dans le futur? On sait qu'il y aura des zones plus ou moins à risque. Qu'est-ce qui se passe dans les zones à risque? Qu'est-ce que l'UE va faire? Et est-ce que la plateforme Commerce Équitable France a des idées là-dessus pour appuyer nos partenaires à l'origine? Voilà, ça fait 3 questions. Est-ce qu'on prend une autre question ou on répond au fur et à mesure? Ok, on répond à cette question et on verra ensuite si on a du temps. J'ai peut-être un petit élément de réponse, mais Margot, je te laisserai sans doute compléter. En gros, dans la loi, pareil, de ce que j'ai vu, il n'y a pas... En fait, l'Europe ne peut pas faire de l'ingérence au point de dicter exactement, ni aux pays, ni aux coopératives dans des pays qui ne sont pas européens, comment fonctionner. Donc cette exigence de traçabilité, elle a pu la prendre parce que ça ne s'applique qu'à des entreprises européennes. Donc en fait, c'est en cascade que ça retombe sur les coopératives et les pays de production.
mais l'Europe n'a pas de juridiction pour aller dire, en fait, si vraiment l'Europe voulait arrêter de déforester, il faut dire on arrête de déforester. C'est-à-dire qu'on met des gardes forestiers, puis on dit maintenant c'est la forêt, puis on coupe plus. Mais ça, c'est pas du ressort de l'Europe de dire ça. Donc c'est via la traçabilité que l'Europe a une action sur la déforestation. Donc, de la même manière, pareil, j'ai pas vu dans la loi, mais Margot, tu sauras sans doute mieux, c'est pas eux qui disent, du coup, il faut reforester de telle manière, même mettre des systèmes agroforestiers ou ce genre de choses. Donc ça, c'est pas encadré par la loi, c'est plutôt du ressort de la société civile, des ONG, d'autres acteurs, de se dire, comment on fait pour être compliant, être conforme avec cette loi, mais surtout mettre en place des systèmes qui ne soient pas délétères pour les producteurs. Donc c'est un peu dans cette dynamique plutôt que Équité, notamment Équité, mais je pense à d'autres programmes aussi, ont été lancés, et voire des programmes d'appui lancés par des acheteurs. Ça n'a pas besoin de passer forcément que par des ONG. Il y a des accords de filière tripartites avec des acheteurs qui se sont dit je vais soutenir telle coopérative pour mettre en place des systèmes agroforestiers. C'est le cas d'acheteurs dans cette salle aussi notamment. Donc il y a quelque chose qui relève de l'Europe et qui est, si jamais votre produit a été déforestant après 2020, pardon, je confonds avec notre 2021, alors le produit ne rentre pas, mais ça s'arrête là. Le produit ne rentre pas en Europe, c'est tout. Donc ça ne va pas plus loin que ça. En revanche, qu'est-ce qu'on fait nous derrière pour appuyer les coopératives ? Là, c'est là que le commerce équitable rentre en jeu, comme initiative volontaire du coup. Juste une toute petite précision, si tu fais une agroforêt sur une zone qui est déforestée, c'est pas possible. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, c'est pas possible. Donc l'agroforesterie, c'est sur les zones, c'est dans le domaine rural et c'est pour limiter et encore une fois conserver le peu de forêt qui reste. Mais c'est pas ça qui va reboiser les zones. Okay. Non, je crois que c'était ta question, pardon. Ok. Sur une surface qui est dégradée, par exemple, l'agroforesterie, un système agroforestier, ouais. Est-ce que ça permet de remettre en conformité la parcelle ? Non, pas du tout. Non. Non. Et ça, faut plus le voir au niveau des politiques des pays producteurs. Où, en Côte d'Ivoire notamment, il y a des gros programmes à grande échelle de reforestation de terres dégradées en passant par des agroforêts, en mettant en place des agroforêts. Après, pour répondre de manière binaire, est-ce que ça rentre ou pas dans l'Union européenne ? Non. Si ça vient d'une terre dégradée ou déforestée après 2021, ça rentre plus. Ok, et peut-être sur la question des aides, peut-être qu'on peut dire quand même que dans le règlement de la déforestation importée, il y a quelques articles sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de faire pression pour obtenir des aides. Et donc du coup, si je ne me trompe pas, c'est l'article 11. Mais là, c'est un travail de plaidoyer parce que ce n'est pas un fonds dans lequel on peut aller puiser pour obtenir des aides. C'est via cet article qu'on peut faire pression pour qu'il y ait des aides qui se débloquent. Et donc, si on parle de la Côte d'Ivoire, l'Union européenne dit par exemple, il y a un système national qui se met en place de traçabilité en Côte d'Ivoire. L'Union européenne dit par exemple via cet article qu'elle soutient la Côte d'Ivoire dans son système national de traçabilité. On nous a mis la pression pour arrêter, mais on peut prendre des petites. Une micro-question. Est-ce qu'on a une idée de la part de cacao, café, culture tropicale qui va être bloquée par cette loi anti-déforestation ? Et d'après ce que je comprends, c'est une fois qu'on est engagé, même si c'est déforestation après 2021 qui sera bloquée, 10 ans après, si on ne fait rien, il n'y a plus rien qui sera produit. Donc est-ce qu'on a une idée du coût de l'efficacité de cette loi si 10 ans après, les parcelles qui sont aujourd'hui en production, qui ont été en partie déforestées, donc qui sont en partie dégradées, d'après ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, il y a une production qui s'effondre. Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans en fait ? Peut-être tu peux dire quand même sur la part déforestée actuellement. J'allais juste dire autre chose, j'ai pas le chiffre en tête, mais je peux le retrouver dans un mail sur la Côte d'Ivoire et le cacao. Au niveau global. Ah, je pense pas. Le chiffre que j'ai, c'est autour de 50%. Le cacao, à l'heure actuelle, c'est entre 40 et 50%.
Ça varie selon les Produits. lectures, on va dire. Mais ce qu'il y a, c'est pas un cacao qui va être bloqué. Et ça, c'est une faillite de la loi. C'est un cacao qui va être bloqué vers l'Union européenne. Mais vous allez pouvoir, pour l'instant, vous allez pouvoir l'exporter en Inde, en Asie, pardon. Non, 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 non. Ça, non. c'est l'enjeu de la traçabilité, c'est de la parcelle jusqu'au produit fini. Non. 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 Non, parce qu'on trace jusqu'à Mais la alors- parcelle de production. Et juste pour finir, ce qui se passe quand même, c'est qu'il commence à y avoir des embryons de lois similaires à la RDE qui se mettent en place aux États-Unis et ouais. Au Japon aussi, ouais. Donc, Je suis désolée. idéalement, dans un monde parfait, à moyen terme, ça devrait être assez uniforme. Mais pour le moment, le continent qui aura un sourcing propre, c'est l'Europe. Merci à tous.